J'ai appris récemment qu'en mars-avril, les Russes avaient accepté, lors de négociations menées en Turquie, Ouais, d'arrêter le conflit, de le geler, de l'arrêter, etc. d'accord. Et que les Américains avaient intimé l'ordre au président ukrainien de ne pas accepter. D'accord. Donc, il semble que les États-Unis soient résolus à ce que ce conflit dure le plus longtemps possible. Pour des raisons qui m'échappent, mais un homme comme Brzezinski, qui était l'équivalent de Kissinger, mais pour les démocrates, n'avait, dans des livres qu'il a écrits, ça devait être L'échiquier. sur le grand échiquier, etc., qui était plutôt des années 80, oui, c'est ça, disait que le devoir des États-Unis, c'était de faire que l'Ukraine et la Russie soient séparées, soient en guerre, quoi. Donc c'était une vieille ambition des démocrates. On l'a vu avec le coup d'État qui s'est passé avec à Maïdan, là, où Mme Nuland a dit que l'Europe, elle en avait rien à foutre, que ce qu'elle dépendait, c'est les intérêts des États-Unis. On a la transcript pendant qu'elle faisait son coup d'État. Donc, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis. Ah, Poutine vise même l'Occident de manière générale. Pas parce que l'OTAN, on est tous devenus des valets, mais on représente rien. Donc c'est vraiment une guerre, et les États-Unis nous ont embarqués dans une guerre, parce que si vous réfléchissez, qu'ils ne nous regardent pas, quel était le danger pour les États-Unis? C'était la politique de Schröder, l'ancien Premier ministre allemand, celui qui avait permis à l'Allemagne d'être bien gérée quand Mme Merkel est arrivée. C'était, dans le fond, de faire une alliance entre l'Allemagne et la Russie, pour une alliance en quelque sorte du bloc asiatique, pour avoir les ressources industrielles de l'Allemagne et de l'autre côté les ressources minières de la Russie. Et c'est la terreur des États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier ce que disaient les généraux américains dans les années 50-55, c'est que le but de la diplomatie américaine, c'était de garder l'Allemagne down, la Russie out, et les États-Unis au contrôle. Donc on voit bien que, si je réfléchissais, par exemple, il y a 5 ans ou 4 ans, Trump avait dit à l'ONU, aux Allemands, faites attention, vous êtes en train de devenir complètement dépendant du pétrole Oui, russe. tout à fait. Donc, puis, Et je on me lui suis dit, avait tiens, ri au nez comme si c'était un imbécile de première on heure. avait René, mais en réfléchissant, je me suis dit, mais après tout, nous on est bien dépendants du pétrole arabe, qu'est-ce que ça peut bien foutre que les Allemands soient dépendants de la Russie? Ils ont peut-être de bonnes raisons de s'entendre, les deux, quoi. Pourquoi maintenir cette rupture entre la Russie? La Russie fait partie de l'Europe. Ils voulaient même rentrer dans l'OTAN dans les années, à un moment. Donc, il y a quelque chose dans ce conflit qui m'échappe. C'est pourquoi les États-Unis essayent-ils sans arrêt d'empêcher ce conflit d'être résolu, quoi. C'est vrai qu'ils ont des intérêts et qu'ils nous. Mais ces intérêts, c'est pas les dedans. nôtres. En quoi la Russie ne fait-elle pas partie de notre civilisation? Parce que je voudrais vous dire un truc, par exemple, la Biélorussie, qui a l'air de commencer à se coller dans le conflit, tiens. Vous savez, pourquoi il se colle dans le conflit? Parce que vous avez toute une partie de l'Ukraine, la partie ouest de l'Ukraine, sur laquelle la Pologne a des vues. Depuis toujours, parce qu'en fait, c'était des territoires polonais. Vous savez que la frontière polonaise, ça bouge de 1000 km par-ci ou 1000 km par-là. C'est pas faux. Oui. Et la Pologne a commencé à faire des bruits en disant que si l'Ukraine n'existait plus, ou j'en sais rien, ils prendraient bien cette partie pour eux, quoi. Et les Biélorusses n'ont pas du tout envie d'avoir une frontière avec la Pologne de ce côté-là, quoi. Donc les Biélorusses vont peut-être envahir l'Ukraine pour empêcher la Pologne de piquer la partie ouest. Donc c'est n'importe quoi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais jusqu'où cette imbécilité va-t-elle aller? C'est complètement crétin. Encore une fois, qu'est-ce qu'on gagne, nous, dans l'histoire? Nous, en termes matériels, en tout cas, je sais pas ce qu'on. Mais c'est pas en termes matériels, c'est même en termes. Pourquoi faut-il que. Quelle est la raison profonde qui empêche l'Allemagne de se fournir en matières premières en Russie?
Pourquoi les Américains mettent-ils un veto ? C'est pas leur problème. En principe, le commerce international, c'est la liberté du commerce international, c'est que vous achetez vos matières premières où vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui donne le droit aux Américains de faire un veto sur l'achat des matières premières européennes en passant par la Russie ? Qu'est-ce qui leur donne ce droit léger ? Je sais pas. Alors, ce qui leur donne ce droit, rien. Mais c'est simplement que l'armée européenne, l'armée américaine, on est un État suzerain. Maintenant, on est un État, on n'est pas indépendant, quand même. Bien sûr. Non, effectivement, il y a la vassalisation de l'Europe, notamment militaire. Elle est en cours aussi en termes économiques. Mais on l'a jamais vu autant, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai. Donc, non, mais moi, j'essaye de réfléchir. Si on est dans un monde où, dans le fond, on doit avoir les relations qui se passent en fonction des avantages comparatifs de chacun, un monde libéral, etc., vous avez une partie de l'Europe qui est bourrée de matières premières, une partie de l'Europe qui est bourrée d'ingénieurs et de machines. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que les matières premières et les machines se mettent ensemble ? Vous voyez, où est le danger ? Je pense pas que la Russie et l'Allemagne vont attaquer les États-Unis la semaine prochaine. Non, bien sûr. Après, c'est sûr que, oui, les États-Unis... Qu'est-ce qui donne le droit aux États-Unis de dire ça ? Les États-Unis n'ont pas du tout envie que nous, on ait des relations étendues avec la Russie. Après, on peut se poser la question aussi du côté russe. Est-ce que la Russie, à la base, se considère aussi comme une nation européenne ? Parce que là-dessus, il y a toujours une tension un peu. Il y a toujours une tension, mais ce qu'il y a de certain avec ce qu'on leur fait depuis quelque temps, où on les rejette comme s'ils sentaient des pieds, non. Et donc ils vont... Parce que si vous regardez la carte de la Russie, bon, tout le monde voit l'alliance avec la Chine vers l'Est, etc. Mais vous avez le couloir du Sud dont personne ne parle, qui part de la Russie, qui passe par l'Iran, le Pakistan et l'Inde. Mmh. Et là, vous avez, dans ce couloir-là, vous avez des milliards de gens qui vivent. Et, je ne sais pas. Donc, à la place d'avoir les matières premières qui viendront vers nous, ça va aller vers ce couloir-là. Et ils sont en train d'ouvrir des voies de chemin de fer. Donc, on voit très bien que toutes les matières premières vont être sucées par l'Inde, le Pakistan, et puis ensuite la péninsule indo-chinoise. Donc, on est fous. Non, c'est pas qu'on est fous, on est d'une telle lâcheté que maintenant, on laisse nos intérêts essentiels être déterminés par les États-Unis. Et ils nous racontent des calembredaines sur le fait que il faut absolument défendre la civilisation. Oui, quand ils bombardaient la Serbie, la civilisation, elle n'était pas tellement... Bien sûr, c'est la géométrie variable, oui. Non, mais j'entends bien. Donc, la géométrie variable, mais ce qui est d'amusant, c'est à quel point tout le monde... donc moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis pour qu'on les laisse bien tranquilles et qu'on n'ait pas besoin de cahiers dans l'hiver. Quoi. Le renseignement, alors là, moi c'est un homme de renseignement qui vous parle. Le renseignement implique d'être le plus neutre possible pour regarder froidement la situation. Si vous commencez à vous laisser influencer ou manipuler, vous ne pouvez pas avoir une vision juste. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que c'est difficile par moments, parce qu'il y a des moments où spontanément, émotionnellement, on réagit en disant c'est scandaleux. Bon, il est évident que Poutine n'aurait pas dû déclencher... Alors, une fois je vous dis ça, moi, Poutine n'aurait pas dû déclencher la guerre en Ukraine, en tout cas pas dans ces conditions-là. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième que je suis obligé d'ajouter, c'est que les Américains ont tout fait, en poussant les Ukrainiens pour que ça se passe. Donc là déjà, on commence à pondérer, si vous voulez. Ensuite, on s'aperçoit que depuis 2014, tout a été fait. Les Américains ont surinvesti, ont préparé, avec des gens de l'OTAN, ont préparé l'armée ukrainienne pour faire la guerre. Bon, on s'aperçoit ensuite que les Français, avec les Allemands d'ailleurs, on a signé les accords en 2014-2015 de Minsk 1 et Minsk 2, où on devait faire la paix entre les Russes et les Ukrainiens, et nous avons été incapables, jusqu'à maintenant, d'empêcher que les Ukrainiens ne respectent pas les accords de Minsk. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est nous qui sommes responsables, c'est pas les autres. Et pourquoi ? C'est parce que les Américains derrière poussaient les Ukrainiens en disant « surtout pas, il ne faut pas faire ça ». Mais d'un autre côté, il y avait déjà la Crimée. Mais il y avait eu le coup de la Crimée, mais quand on connaît... Alors, si je continue, parce qu'à chaque fois, il faut ajouter des briques, si vous voulez. C'est comme un puzzle. La Crimée, tout le monde sait que la Crimée, elle est russe. Elle n'a jamais été... Et en plus, vous avez la base de Sébastopol, qui est la plus grosse base avec Mourmansk, la plus grosse base russe, militaire. Ils n'allaient pas laisser partir une base militaire du côté de l'OTAN. C'est évident, c'est évident. D'ailleurs, et je vais vous dire, et pour vous montrer, on pourrait faire ça pendant des heures, mais ce qui est intéressant, c'est, la guerre éclate 2 mois après. Les Russes, alors je ne parle pas de la première opération loupée des Russes, ils ont essayé de prendre Kiev parce qu'ils étaient erreur de leur service de renseignement, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils pensaient qu'en 3 jours, Kiev allait tomber.
Bon, Kiev tombe pas. Et Zelensky, d'ailleurs, là, se révèle, à la surprise générale, un chef de guerre. Après, on peut parler de la manipulation de l'information qu'il pratique tout le temps, mais c'est un chef de guerre. Il se révèle un chef de guerre, et quand on lui dit on va vous sortir de Kiev parce que le gouvernement va tomber, que vous allez être écrasé, il dit non, moi je reste, j'ai pas besoin d'un taxi. Bon, ça c'est bravo. Bon, les Russes se plantent et réussissent pas à prendre Kiev, clair, hein, et du coup ils se recentrent sur ce qui était l'objectif majeur, qui était le Donbass. Bon, jusque-là tout est clair. Ils commencent sur le Donbass. 2 mois après, ils se réunissent près d'Ankara dans une station balnéaire. Il y a les Russes et les Ukrainiens et les Turcs qui contrôlent. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se mettent d'accord. On n'en parle pas en France de ça, et pourtant, ils se mettent d'accord sur un traité de paix. 2 mois après le début de la guerre en Ukraine, où ils disent, faut le savoir, les deux départements, enfin les 2 zones, les 2 provinces russophones, elles seront indépendantes ou pratiquement. Bon, la Crimée, on l'oublie, et l'Ukraine devient neutre. Garantit la neutralité de l'Ukraine. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça revient chez les Russes, qui sont d'accord, bien sûr, et ça revient chez Zelensky, et là, les Américains et Zelensky disent non, on ne veut pas la paix. Qu'est-ce que demandaient les autres? La neutralité, et que les 2 provinces russophones soient indépendante, dans la mesure où il y avait eu depuis 2014, par notre faute, il y avait eu la guerre dans ces 2 provinces. Vous savez, il faut... Alors, bon, je vous dis, on peut... Alors, bien sûr, quand je vous dis ça, vous allez me dire, ah, mais comment vous défendez? Je défends personne. Moi, je dis, les Russes ont fait une erreur de faire cette guerre. Toute guerre est une catastrophe. Ils se sont plantés à Kiev. Ils ont sous-estimé l'appui américain. Ils sont complètement trompés sur l'appui américain qui serait donné aux Ukrainiens. Ça, c'est clair. Hein. Par contre, sur les sanctions, excusez-moi, résultat des sanctions après 1 an, enfin pas 1 an, même pas 1 an d'ailleurs. Hein. Bon, résultat des sanctions, vous l'avez vu, hein, l'euro a baissé de 20%, le dollar est stable et le rouble russe a monté. Et qui s'est trompé? Moi, je suis pas masochiste. Si jamais on me dit... moi, quand j'ai entendu notre ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie dire on va mettre les Russes à genoux, pour le moment, c'est nous qui sommes à genoux. Et quand cet hiver, il y aura des coupures d'électricité, c'est nous qui serons à genoux. Hein. Alors, il faut peut-être se poser des questions. Et là, je reviens à ce que je vous disais au début. L'homme de renseignement, l'homme d'intelligence économique, il doit regarder tout de manière absolument froide, sans être partisan ni d'un côté ni de l'autre, surtout pas. Il regarde et il essaie de comprendre. Et après, c'est aux politiques de faire sa stratégie. Parce que lui a d'autres objectifs. C'est ça le truc. Bon, tout le monde sait que les Américains veulent pas... Les démocrates américains, tout le monde sait qu'ils ne veulent pas faire la paix en Ukraine. Très bien. Est-ce que nous, on doit suivre les néoconservateurs et les démocrates américains? Ça, c'est un autre problème. Mais moi, je ne dis pas c'est bien ou mal. C'est aux politiques de décider. Mais par contre, ce que je dis, moi, c'est qu'on doit être informé sur la réalité de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et là, évidemment, c'est pas vrai. On ne nous raconte pas la vérité. Et à part